Bienvenue. Alors aujourd'hui, on va parler des principes de la transformation du commerce de détail. Et comme je l'avais déjà évoqué dans de précédents épisodes, ce qui est intéressant avec le commerce de détail, c'est que quand on comprend ces principes fondamentaux, on est plus ou moins armé pour comprendre l'ensemble, ou en tout cas une bonne variété de modèles différents. Et c'est pour ça que je m'intéresse depuis tout petit à cet environnement dans lequel j'ai grandi. Et sans plus attendre, j'ai avec moi Tomé Varela qui va nous introduire l'initiative Enjoy Lausanne, qui sera en fait notre exemple, notre étude de cas pour analyser la transformation progressive du commerce de détail local. Alors Tomé, je t'invite à me rejoindre. Bonjour Romain et merci pour l'invitation, ça fait plaisir. Alors on va enchaîner tout de suite avec la grande question, car tu avais mentionné dans plusieurs articles la notion de mue du commerce de détail. Et j'avais bien aimé ce mot, qu'est-ce que tu entends par là ? Alors, par la notion de mue, j'entends en fait la mutation constante de l'état des choses en tout instant. Ça veut dire que en fait, on est souvent braqué sur des modèles qui sont figés à un temps T, parce que à ce temps T-là, c'était le modèle qui fonctionnait le mieux. Ça peut être valable pour le commerce de détail, mais pour n'importe quelle industrie en fait. Et au moment où on change, on se penche vers un nouveau modèle, les personnes ont tendance à vouloir le figer de nouveau. Donc, on a un temps T 1 plus 1 ou dans un temps T plus 2, par exemple. Et en fait, le commerce est en mutation constante et la mutation fait peur. Donc, un style de commerce qui était utilisé par le passé ou une façon d'organiser les transactions, d'organiser la vente est en train de mourir comme ils aiment bien l'évoquer. Mais pour moi, c'est simplement une mutation. Et donc, pour les personnes qui sont restées figées en un temps T, lorsqu'on se trouve dans un temps T1 ou T2, on se rend compte que les pratiques qu'on utilisait sont déjà désuètes et ça peut faire peur et ça peut être assimilé à une mort en fait. Alors que dans le fond, c'est plutôt une mue, un changement naturel des choses. Ouais, très intéressant comme perspective. On entend souvent avec ce contexte de digitalisation, de globalisation et puis on va dire de renforcement des gros acteurs comme par exemple Amazon qui fait souvent peur aux acteurs locaux. Pour toi, est-ce que le futur du commerce serait forcément digital ou est-ce qu'il pourrait être figital avec la convergence des deux mondes ? Comment tu vois cette évolution dans le futur ? Alors, je pense que ça me fait penser à une étude de cas qu'on avait à l'université qui parlait des e-books par rapport aux livres traditionnels. Et on avait fait toute une étude et on était arrivé à la conclusion que, en fait, les deux modèles allaient de toute façon coexister. Donc, l'idée de penser qu'on va passer complètement sur le digital, ce n'est pas possible en fait, comment dire, il faut absolument pouvoir combiner les deux éléments parce qu'il y a des avantages dans les deux, et ça c'est quelque chose qui est clair. Les personnes qui refusent complètement de passer vers le digital sont en train de rater des opportunités de vente, des opportunités de rencontrer leurs clients dans un univers ou une place qui serait différente que celle du magasin physique, mais d'un autre côté, être uniquement sur le digital fait perdre aussi d'autres éléments qui sont un contact humain qui est clairement recherché. Une confirmation de vente par email ne va jamais remplacer un bonjour ou un merci à la fin de la transaction, par exemple. Ouais, ça c'est très pertinent et on voit d'ailleurs que même Amazon s'y met au magasin physique. Alors certes, sans forcément de personnel, avec un modèle plus automatisé, mais c'est quand même intéressant de voir qu'il sort de son univers virtuel pour s'ancrer dans le monde physique. Et du coup, Tomé, comme en tant que secrétaire général de la Société collective des commerçants lausannois, quelle est votre perspective plus collective sur cette réaction au final à la digitalisation, à la globalisation ? Comment les acteurs locaux pourraient réagir ? Il y a diverses stratégies, je pense, pour réagir à la globalisation et aussi à la vente sur Internet ou à la visibilité sur Internet. Mais en tout cas, nous, on a pris l'angle de la stratégie de l'économie collaborative, en fait, parce que on se rend compte qu'on a une diversité d'acteurs à Lausanne qui sont généralement de petite taille, ou en tout cas à la société coopérative, malgré la grande hétérogénéité d'enseignes qu'on représente, on a voulu axer notre cœur de métier et nos projets majeurs sur le commerce de détail indépendant et ou de proximité. Donc en fait, on se rend compte que les grands acteurs ont pu développer des stratégies au fil du temps qui leur ont permis d'avoir un avantage compétitif par rapport aux autres enseignes. Donc je parle par exemple à la connaissance des utilisateurs à travers la collecte de données sur ceux-ci, ou à la puissance d'une visibilité sur Internet qui serait acquise à coût de millions, ou à coût de centaines de milliers de francs du moins, et à la vente sur Internet aussi, que permet une logistique que n'ont pas des petites enseignes. Donc ce qu'on s'est dit, c'est qu'il fallait voir finalement Lausanne
comme un centre commercial à ciel ouvert qui n'est pas en concurrence. Donc les enseignes ne sont pas en concurrence entre elles dans le centre commercial, elles sont en concurrence avec d'autres centres commerciaux, si je garde cette métaphore, que seraient d'autres villes, le tourisme d'achat ou par exemple, si on prend une caricature, la vente sur Internet. Donc le fait de rassembler les forces de toutes les petites enseignes ensemble et de centraliser et professionnaliser la communication de celles-ci en leur donnant des possibilités qu'elles n'auraient pas eues en tant qu'individus seuls, ça permet de décupler leur visibilité à terme et puis d'augmenter potentiellement leur vente et leur acquisition de nouveaux clients. Ouais, on voit vraiment cette dynamique de la collaboration locale pour la compétition globale. Ça, c'est vraiment une perspective intéressante et j'avais déjà vu, on va dire, votre initiative de monnaie parallèle ou monnaie alternative. Je pense que ça, c'est des modèles qui sont assez pertinents pour stimuler l'économie locale. Comment vous déployez ça à l'heure actuelle? Alors, il y a pas confusion, mais parfois on peut confondre la monnaie locale avec le système que nous on a lancé des bons. Par exemple, ne serait-ce que ce matin même, on a annoncé qu'en Valais, le Farinet allait cesser d'exister, donc en termes de monnaie locale. Et au moment où on s'est posé la question de comment est-ce qu'on allait stimuler l'économie locale, on a bien sûr étudié les deux propositions, enfin les deux possibilités. Celle d'avoir une monnaie locale qui circulerait en circuit fermé dans une zone géographique délimitée, ou alors celle d'avoir des bons échangeables qui sont valables seulement dans les commerces d'une certaine zone géographique prédélimitée. Donc en fait, le principe de base qui sépare ces deux initiatives, c'est le fait qu'une monnaie locale, elle a pour vocation de ne plus être échangée en monnaie fiduciaire. C'est-à-dire que quand on a des francs suisses et qu'on achète par exemple des léments, le but, c'est que finalement, toutes les transactions dans la zone géographique prédéfinie se fassent en léments et qu'il n'y ait pas de re-échange, si je peux dire ça, en francs suisses au bout d'un certain moment. Le but, c'est vraiment de stimuler l'économie locale par des transactions en circuit fermé. Alors que nous, dans notre cas, ce qu'on veut faire, c'est injecter de l'argent directement dans l'économie locale et faire en sorte que cette injection d'argent ne sortent pas finalement du circuit des commerçants qui font partie de l'association. C'est comme si on peut imaginer que la société coopérative détient un fonds monétaire qu'elle a envie d'injecter dans l'économie, mais à la place de simplement aller en ville et distribuer de l'argent à chaque commerçant, ce qu'elle a décidé de faire, c'est de mettre en circulation des bons d'achat qui sont valables chez ces commerces et de laisser les commerces par leur propre compétition trouver des stratégies ou se rendre plus attrayant pour que le consommateur se rende chez eux, utiliser les bons. Donc en fait, comme ça, on stimule le commerce parce qu'il a envie de donner envie aux clients de venir chez lui pour pouvoir encaisser ses bons. Et après, nous, on redistribue l'argent en fonction du nombre de bons que le commerce aurait réussi à obtenir. Donc c'est vraiment dans ce contexte-là, la stratégie des bons, elle est linéaire. Elle va soit de la société civile qui achète les bons et qui ensuite les dépense, soit de la société coopérative qui injecte des bons dans l'économie et qui ensuite les rembourse en cash, plutôt que dans la circularité propre à une monnaie locale que serait par exemple la vocation du Léman ou de l'Épi dans le Gros de Vaud par exemple. Super intéressant. Donc, merci pour la distinction et la précision. Maintenant, si on voulait se pencher sur le futur du commerce, je comprends bien qu'on a toujours espoir dans le commerce local et ses acteurs avec leurs particularités, leur création de valeur finalement, leur authenticité, etc. Comment est-ce qu'on pourrait, on va dire, s'assurer que les acteurs locaux et indépendants arrivent à, on va dire, survivre dans cette transformation et peut-être un jour surpasser des grandes enseignes ou des géants qui collectent des données comme on l'a mentionné tout à l'heure? Alors c'est assez complexe parce que là, je serais tenté de donner une solution, ou en tout cas la question évoque la prise de position sur une solution en particulier, alors que ça c'est des éléments qu'on va pouvoir voir uniquement avec l'avancée du temps et la manière dont les choses se passent. Quelque chose qui est assez triste à dire parfois pour les membres, mais qui est une fatalité, c'est que dans une mue, il y a forcément changement et que certains acteurs, de par les dynamiques actuelles de consommation, vont disparaître et donner la place à d'autres personnes. On se rend compte par exemple que les centres-villes deviennent de plus en plus des lieux de vie et d'expérience et que les enseignes qui sont complètement standardisées et qu'on peut retrouver dans d'autres lieux ou en tout cas dont les produits sont très facilement
qu'on peut facilement acheter sur Internet vont avoir tendance à disparaître ou à subir une compétition encore plus forte. Alors que les enseignes qui vont se distinguer, qui non seulement vont vendre un produit mais une expérience et vont se faire remarquer, des acteurs locaux vont créer justement cette expérience que voudra vivre le consommateur et elles vont pouvoir tirer leur épingle du jeu plus facilement. Alors, si je comprends bien, le dénominateur commun des enseignes ou des commerces qui pourraient survivre et, on va dire, croître, aurait ce dénominateur commun d'expérience, on va dire, de côté unique, de distinction ou de différenciation stratégique. Voilà, la différenciation, c'est quelque chose qui va être clairement primordial dans le modèle à venir du commerce de détail, tout simplement par les différents canaux d'acquisition des produits qui sont maintenant disponibles aux clients. Ça veut dire que si on vend quelque chose de très standardisé et qu'on n'y apporte pas d'expérience, on est quasiment sûr de perdre nos ventes, tout simplement parce que Internet est moins cher enfin, en général moins cher, et que le client qui a dont les habitudes de consommation ont changé, va avoir tendance à moins vouloir se rendre en ville pour acquérir quelque chose qui peut faire en ligne. Donc en fait, par exemple, je peux donner l'exemple d'un restaurant. Il y a quelques années, lorsqu'on se rendait en ville ou au restaurant, en général, on était content de pouvoir avoir une carte très large de menus variés, alors que maintenant, on voit l'éclosion de nombreux restaurants qui sont spécialisés dans une seule chose. C'est-à-dire, on va dans ce restaurant-là parce qu'il a les meilleurs tartares et je vais y manger des tartares. Ou alors, je vais dans ce restaurant-là le dimanche parce que il fait ces brunchs-là. Et les cartes, on se rend compte qu'elles sont maintenant de plus en plus raccourcies et que, par contre, chaque plat a une histoire particulière. On vend plus des filets de perche. On vend les filets de perche que notre pêcheur Jérôme a pêché dans le lac Léman la veille, par exemple. Donc, on se rend compte que le storytelling derrière la vente aura un impact majeur dans justement la réussite de cette vente. Et en plus, maintenant, on vit dans une société qui est beaucoup axée sur le fait de pouvoir exprimer aux autres pourquoi on a fait un achat, par exemple. Donc typiquement, ça a beaucoup augmenté avec les réseaux sociaux. On veut pouvoir montrer quelque chose. Donc si je prends l'exemple d'un restaurant, un restaurant qui sera instagrammable parce que les serveurs seront habillés d'une certaine façon, parce que la décoration sera d'une certaine manière, parce que les plats sont présentés d'une certaine façon, alors que c'est les mêmes produits qui sont dans l'assiette, il va forcément se démarquer par rapport à un autre restaurant qui nous vend un plat standardisé qu'on aurait pu retrouver dans une autre ville ou dans un autre restaurant. Super pertinent parce qu'on peut ramener tout ça à deux grands principes. Celui déjà de la niche ou du long tail, comme on dit en anglais, vraiment pouvoir se spécialiser. Et grâce aux nouvelles technologies, à la visibilité, on est capable de vivre de quelque chose d'extrêmement spécialisé si on peut attirer l'échelle suffisante de clients et d'attention pour notre produit. Et le deuxième, finalement, c'est la petite blague de marketeur qui dirait que les gens n'achètent pas un produit ou n'achètent pas un service. En général, ils achètent une histoire qui se raconte à eux-mêmes ou une meilleure version d'eux-mêmes. Et ça me fait plaisir de retrouver tous ces concepts, évidemment, dans le commerce de détail, qui est la forme fondamentale de commerce qu'on a décidé d'étudier aujourd'hui. Et finalement, une question peut-être plus personnelle et anecdotique, mais qui pourrait nous projeter dans le futur. Si vous deviez ouvrir votre propre boutique d'ici quelques années ou dans le futur, qu'est-ce que ce serait et qu'est-ce que vous y feriez différemment? Alors là, c'est compliqué parce que moi-même, n'étant pas commerçant, mais ayant plusieurs commerçants dont je représente les intérêts, j'ai plus ou moins une idée par semaine de quelque chose que j'aimerais faire parce que j'ai discuté avec un commerçant et que je trouve ça intéressant. Par contre, j'ai toujours aimé le domaine de la restauration, le divertissement, mais dans le sens rencontre entre personnes pour échanger. Donc je pense que ce serait un restaurant qui servirait des produits traditionnels d'une certaine région. Je suis moi-même d'origine espagnole et ivoirienne, donc je pense par exemple à un certain type de nourriture que j'appellerais plutôt des rolls. C'est là on part dans du très personnel, mais ce serait des sortes de rouleaux customisables par le client sur place, qui auraient certains ingrédients de base qu'on pourrait assembler pour ensuite obtenir un rolls qui serait plus ou moins pas unique, mais qui serait concocté de la manière dont le client s'attend sur le moment. Donc ce serait quelque chose de pas standardisé qui serait réalisable sur le moment, un peu à l'image de par exemple PZ Pizza
qui ont le tableau périodique des éléments et on peut concocter sa pizza à l'infini, plus ou moins. Eh bien, justement, en se projetant dans le futur avec cette question un petit peu anecdotique, on retrouve quand même aussi ce principe de la personnalisation et de l'expérience qu'on a évoqué, parce que finalement, plus on peut standardiser grâce à l'automatisation, intelligence artificielle, robotique, enfin tous ces atouts au final d'automatisation, on se rend compte que tout est dirigé finalement vers le cerveau humain, parce que le commerce étant toujours un échange entre deux personnes, finalement, on s'adresse toujours à un être humain au final. Et cette notion de personnalisation me paraît extrêmement pertinente. Est-ce que ce serait quelque chose à poursuivre, peut-être, pour le commerce de détail de manière générale? Bien sûr. Là, je peux simplement répondre par bien sûr, parce que tu as déjà résumé tout, enfin, tu as pris de l'avance là-dessus. Puis en plus, de nouveau, il faut toujours garder en tête cette idée d'individualisation, d'individualité peut-être aussi, dans le sens où là, dans l'exemple des Rolls, par exemple, que j'ai donné, on peut imaginer que certaines personnes qui se rendent dans ce restaurant-là constituent un Rolls qui est particulièrement apprécié par d'autres, et donc ce serait le Rolls du mois, et ces Rolls-là auraient le prénom de la personne, enfin, le nom du Rolls aurait le prénom de la personne qui l'a concocté, et donc on viendrait commander un Romain parce qu'on adore ce que Romain a pensé lui-même. Donc en fait, ça met en avant certains individus aussi, et ça crée aussi une envie de se distinguer en ayant des idées peut-être un peu plus uniques que celles qu'aurait n'importe quelle personne qui mettrait peut-être juste du saumon, une tranche de salade et un peu d'avocat, par exemple. Exactement, et ça c'est la co-création qui est souvent utilisée dans certains modèles. Et ce qui devient intéressant, c'est que en ayant exposé ce projet, on va dire futuriste, hypothétique, etc., eh bien il se pourrait que des gens vous contactent pour financer un tel projet. Pour revenir à la réalité, je voulais rebondir là-dessus parce que évidemment les commerçants ou les artisans, ils ont ce savoir-faire, ils ont cette création de valeur, ils ont cette expertise qui est souvent rare ou qui se perd, mais on a l'impression qu'ils sont pas forcément en mesure de la communiquer, de la transmettre et en fait de la faire apprécier à sa juste valeur. Est-ce que vous avez constaté un gros blocage ou un obstacle particulier à surpasser pour vraiment donner l'opportunité aux commerçants et aux artisans de récolter le fruit de leur dur travail? Alors là, en l'occurrence, je ne sais pas si tu as formulé une question claire, mais il me semble que tu as adressé la question de l'adaptation aux nouvelles technologies par les commerçants pour pouvoir augmenter leur visibilité finalement et les zones de contact avec les clients. C'est juste. C'est sûr que c'est complexe parce que nous, on est jeunes, on est des digital natives, comme on dit. Et donc, on arrive à assimiler très rapidement les technologies. Même si, selon certaines études, on comprend moins comment la technologie qui est derrière fonctionne, on arrive à utiliser des nouvelles technologies parce que les bases sur lesquelles elles sont construites sont des choses qui nous sont connues. Donc forcément, des commerçants qui n'ont pas l'habitude d'utiliser ces outils et surtout qui viennent d'une époque où ces outils-là n'étaient pas du tout utilisés, ont tendance à faire deux choses, et c'est toujours la même chose quand quelqu'un a quelque chose de nouveau en face de lui, ils ont peur, ou alors ils se mentent à eux-mêmes d'une certaine manière en disant que ce n'est pas utile, que ce n'est pas grâce à ça qu'ils vont réussir, parce que jusqu'à maintenant ils ne l'ont pas fait et leurs clients semblent très satisfaits de cela. Donc il y a certaines barrières psychologiques que les commerçants doivent petit à petit rompre pour pouvoir se diriger vers un blue ocean, et c'est assez compliqué parfois de faire passer le message, et je le comprends tout à fait. Et c'est pour ça justement qu'avec des initiatives d'économie collaborative comme Enjoy Lausanne, on va essayer de leur donner des outils qui vont leur permettre de rivaliser avec des enseignes qui elles-mêmes ont intrinsèquement la force de pouvoir le faire de manière individuelle, comme des grands magasins, ça peut être Manor ou Fnac, ça peut être même des enseignes, des succursales, des chaînes par exemple, qui ont, grâce à leur standardisation, la possibilité d'avoir une seule plateforme en ligne qui leur permettent de gérer par exemple toutes leurs enseignes. Avec Enjoy Lausanne, ce qu'on va faire, c'est qu'on va leur donner justement un lieu commun sur lequel on va pouvoir tous les retrouver, des avantages communs pour un client d'aller chez chacune de ces enseignes-là, et aussi petit à petit on va mettre en place des processus de coaching pour leur apprendre à eux-mêmes utiliser les réseaux sociaux de leur côté, car en créant des liens entre Enjoy Lausanne, leur propre réseau ou celui d'un commerce qui ferait partie de la même communauté, ils vont pouvoir décupler leur communication et toucher probablement des clients auxquels ils n'auraient pas eu accès par rapport à leur simple base de données clients ou
par rapport au simple touchpoint du magasin physique. Et là, on peut retrouver potentiellement des synergies entre les générations aussi. Oui, bien sûr, mais par synergie, tu entends... Disons que des commerçants plus jeunes pourraient collaborer avec des commerçants plus anciens, plus traditionnels, pour ensemble offrir des offres croisées ou non, mais plus innovantes. Voilà, ne serait-ce que par ça, et puis par le simple échange, en fait, donc de mettre certaines personnes ensemble et de leur expliquer qu'ils ne sont pas en compétition, mais en collaboration, ça peut déboucher sur tout simplement de l'échange d'informations, et par le simple échange d'informations, les deux personnes vont développer leur propre connaissance et leur propre compétitivité. Un commerçant un peu plus âgé pourrait, ne serait-ce que en écoutant un commerçant un peu plus jeune expliquer comment lui, il fait sa communication digitale, en tirer des leçons qu'il n'aurait peut-être pas pu tirer s'il lui avait tout simplement dit « tu vends des habits, moi aussi je vends des habits, donc on est en compétition dans la ville de Lausanne ». Ouais. On retrouve à ce principe de la collaboration locale pour la compétition globale. C'est toujours une dynamique assez intéressante parce qu'on a cette fondation plutôt micro ou locale ou communautaire qui va vraiment essayer de maximiser sa création de valeur pour finalement être compétitif face à d'autres pôles de création de valeur ou d'autres agents, on va dire, internationaux. Petite question finale, un petit peu anecdotique à nouveau. Quel est l'impact que vous voulez avoir sur le commerce de détail ou le commerce en général? Un impact positif. Alors, c'est difficile de chiffrer parce qu'on est au tout début du projet, mais on se rend compte, par exemple, que un pôle qu'on avait, c'est pas sous-estimé, mais on a 3 piliers principaux dans le projet Enjoy Lausanne. Le premier étant la communication digitale et print et la labellisation des enseignes, donc vraiment la communication du fait qu'on est tous ensemble. Le second, ce sont les bons d'achat et la redistribution donc de ce fonds qui serait constitué par la société coopérative ou par les clients, cet investissement dans l'économie locale. Et le troisième, c'est la fidélisation en offrant des avantages et en montrant qu'il y a finalement tout à Lausanne. Et le pôle qu'on a vu se développer relativement fortement, et on s'attendait pas à une si grande croissance, c'est le pôle des bons d'achat, parce que non seulement on les met en circulation à travers des offres de sponsoring et soutien, par exemple une association de quartier qui voudrait organiser un événement, une tombola par exemple, on pourrait lui donner quelques milliers de francs de bons à remettre aux clients qui joueraient à la tombola. Mais on a aussi le pôle vente, et le pôle vente a augmenté exponentiellement depuis qu'on a annoncé la nouvelle, et là on a déjà plus de 40 000 francs de bons qui ont été achetés par des privés, et tout cet argent-là, il va être redistribué dans l'économie locale parce que ces bons-là ne sont utilisables que à Lausanne, chez certains magasins. Et donc tous ces magasins-là ont potentiellement augmenté leur chiffre d'affaires potentiel de manière conséquente parce que ces bons-là sont maintenant sont détenus par des personnes qui vont potentiellement aller acheter. Elles vont potentiellement se poser la question où quels sont les magasins dans lesquels je voudrais dépenser ces bons. Et maintenant, c'est au tour des magasins de jouer, de se rendre attractifs pour que ces bons finissent dans leur poche. Et on va continuer de développer cette vente-là, qui est par exemple très intéressante pour des entreprises multinationales qui font des cadeaux de fin d'année à leurs employés. Ça peut être très intéressant pour une entreprise de ce genre-là d'acheter des bons des commerçants lausannois parce que ça ouvre la porte à un choix qui est extrêmement large. Et on va continuer de développer cet axe-là parce que plus il y aura des personnes qui achèteront des bons, plus d'argent sera, entre guillemets, injecté dans l'économie locale à terme. Et à moins de 2 mois de Noël, c'est extrêmement pertinent et on va dire, ça tombe à point nommé. Voilà. Et d'ailleurs, donc je le dis pour le podcast, mais c'est un élément temporel fixe, donc c'est pour cette année. La Société coopérative des commerçants lausannois va injecter pour 30 000 francs de bons dans l'économie lausannoise. Donc de nouveau, c'est 30 000 francs qui pourraient potentiellement arriver dans les poches de n'importe lequel des magasins partenaires. Et donc c'est très intéressant en ce moment de participer à Enjoy Lausanne parce que ne serait-ce que 100 ou 200 francs qui arriveraient dans les poches d'un commerçant, c'est déjà ça de gagner en termes de chiffre d'affaires. Oui, et ça nous assure justement, on va dire, une prospérité locale et ciblée. Et finalement, grâce à cette collaboration, on peut envisager dans le futur devenir la ville la plus attractive de Suisse ou devenir, on va dire, la destination des touristes d'achat. Ça peut devenir intéressant. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir exposé toutes ces perspectives, tous ces outils pour stimuler le commerce local, puisque finalement,
cette transformation reste assez floue. Donc le mieux on peut être armé, le mieux on pourra combattre finalement les assaillants, on va dire digitaux ou multinationaux. Merci encore d'être passé sur le podcast et à une prochaine pour la suite. Merci à toi.